aujourd'hui, on est heureux d'accueillir deux collègues qui, comme vous le voyez, viennent de l'équipe CESTIM, et donc pour faire simple, qui nous rejoignent dans l'IHU, avec lesquels on collabore de plus en plus, et donc ça illustre ce que l'on souhaite faire, la rencontre entre les sciences, disons, médicales et biologie d'une part, et puis les sciences de l'homme et de la société au sens large, hein, ce sont des étiquettes, de l'autre côté. Et donc on remercie Bruno Venteloup et Pierre Berger de leur présentation aujourd'hui, et sans plus attendre, nous les écoutons. Merci Michel, merci de l'invitation. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui, alors c'était ce que j'avais prévu de dire sur ma première diapo, c'est-à-dire que le CESTIM allait s'inclure dans l'IHU, mais même dans le bâtiment, puisqu'on occupera le 3e étage du bâtiment qui est en construction. Donc il faut quand même qu'on se connaisse de mieux en mieux et qu'on partage nos outils. Et c'est un peu pour ça que j'avais choisi avec Pierre de présenter le panel de médecins généralistes, parce que c'est un outil qui est multi-propos, multi-purpose, comme on dit en anglais, mais qui peut servir mais qui peut servir éventuellement à des usages en analyse du champ infectieux. Donc le plan de la présentation, je vais présenter l'outil, comment on l'a construit, à quoi il est destiné. Je ferai quand même quelques exemples de recherche en économie de la santé, parce que c'est ma discipline, alors du coup je n'ai pas pu me résister à l'envie de vous présenter un peu notre façon de penser. Et puis Pierre prendra la suite. Pierre est médecin et donc il est plus à même que moi de parler des problématiques purement infectieuses, enfin des pratiques médicales. Ouais. Alors, si je peux connaissance. Alors un panel pourquoi, comment. Alors, en France, on a un système de médecine libérale, ce qui fait que la relation d'emploi entre le médecin et la puissance publique n'est pas une relation d'emploi salarié hiérarchique, et du coup ça peut poser un certain nombre de problèmes, notamment pour l'acquisition de données sur comment le gars réalise sa mission, le médecin, qui quand même est rémunéré essentiellement sur des fonds publics, hein, parce que la sécurité sociale fait que l'assurance maladie, enfin que la rémunération du médecin est en majeure partie assurée par des fonds publics. Donc il y a une question de valorisation et de rendement de ces investissements, et c'est vrai que dans une situation de médecine libérale, il n'y a pas forcément un outil de contrôle et de supervision de ces sommes investies. Alors, il y a quand même des données. Les premières données, c'est partir des données de la sécurité sociale et d'avoir une approche presque big data, hein, quand on parle des 60 millions de lignes annuelles de remboursement de la sécurité sociale. Ça doit même être plus. Hein. On peut essayer d'extraire... Un peu vos portables, s'il vous plaît, parce que c'est insupportable. D'accord, merci. On peut essayer d'extraire de ces données des éléments, par exemple sur la qualité des pratiques. Pierre l'a fait, mais c'est quelque chose d'un petit peu difficile et qui va tout de suite tomber sur des limites parce qu'on a en fait essentiellement, on n'a pas le diagnostic en médecine de vie associé à la prescription, si on s'intéresse par exemple à des comportements de prescription, et donc du coup on bute très vite sur les questions d'observation et de qualité des données. Alors à l'inverse, vous avez un autre système pour observer ce que font les médecins généralistes, c'est partir de petits groupes de médecins. Alors par exemple, il y a la Société française de médecine générale qui dans les années 80 s'est constituée pour monter un petit volet entre eux de recherche en médecine générale. Ils ont pendant 20 ans collecté des données sur leurs patients traités, avec leurs prescriptions, à quel rythme ils les voyaient, quelles maladies ils déclenchaient, etc. Alors ça c'est très bien pour suivre les patients et voir par exemple leur observance, éventuellement pour avoir des approches épidémiologiques. Par contre, quand on veut avoir une vision un peu représentative des médecins généralistes et de leur hétérogénéité, on est coincé parce que ce type de panel est recruté sur des médecins militants qui avaient déjà une forte appétence pour la santé publique. Donc aller regarder la qualité des pratiques chez ces gens-là, on est presque sûr qu'elle va être relativement bonne, mais on n'en sait rien, ça ne dit pas grand-chose sur la population générale. Alors, ce qui fait qu'en France, quand on regarde bien, il y a un champ
des SHS en santé qui s'appelle le Health Services Research, qui est la recherche sur les services de santé, qui est très très occupé dans le monde anglo-saxon. Là, il y a des revues qui ont des très très gros impact factors qui publient sur ce champ-là. Et la France, sur la médecine de ville, est très très absente. Alors, il y a une recherche sur les services de santé en médecine hospitalière, vous pouvez même en faire de temps en temps, mais on voit bien que sur la médecine de ville, on est très peu présent. Donc on s'était dit, alors ça c'est la première raison, c'est que les chercheurs en sciences sociales et en santé publique avaient envie de construire un outil qui soit capable un petit peu de fournir des données pour cet usage-là, faire de la recherche sur les services de santé en médecine de ville. Après ça tombait plutôt bien parce que du côté des médecins, il s'est constitué dans les années 90 les URML qui sont devenus URPS, qui étaient des représentations syndicales de médecins constituées par région et qui avaient pour mission de proposer aux médecins de ville des formations continues pour améliorer la qualité des pratiques. Donc ils avaient aussi besoin d'un outil pour regarder un petit peu les pratiques existantes et les marges d'amélioration. Par ailleurs, à la fac de médecine, le monde de la médecine générale évoluait puisqu'il y avait la transformation en spécialité de médecine générale et donc une volonté de faire plus de recherche scientifique dans le domaine. Et puis bien sûr, là c'était plutôt mon introduction, le régulateur, l'autorité de santé est quand même très intéressé par avoir des retours sur la médecine générale parce que bon, c'est la condition de la bonne prise en charge de quand même beaucoup de problèmes de la population. Alors, l'historique, comme je vous l'ai présenté, ça a d'abord été une expérience en Provence-Alpes-Côte d'Azur, basée sur la proximité de relations entre l'ORS PACA, Pierre était au début de l'expérience, l'URML PACA, un peu la fac de médecine, et puis une capacité à l'INSERM U912 dont on a parlé tout à l'heure, le CESTIM, ça ne s'appelait pas le CESTIM à l'époque, mais de faire de la recherche, notamment une bonne capacité en termes de collecte et d'analyse des données. Alors ça a commencé en démultipliant l'expérience PACA à 5 régions, donc entre 2007 et 2009 on a eu un financement du ministère de la Santé pour étendre l'expérience PACA à 4 autres régions. Alors ensuite on est passé au niveau national, c'est-à-dire il y a toujours 3 régions qui sont suréchantillonnées et un panel de médecins au niveau national, donc pour avoir une représentativité nationale de la population des médecins généralistes, avec différentes vagues. À chaque fois dans cette période historique, il y a plusieurs vagues répétées d'enquêtes. Donc c'est des enquêtes, on peut dire que c'est des collectes longitudinales de données. Il n'y a pas forcément répétition des mêmes questions. Enfin, je présenterai ça tout à l'heure. Et puis maintenant, on est reparti sur une période, donc 2013-2015, là on est dans la phase d'inclusion d'un nouveau panel. Voilà, 2400 médecins généralistes, France entière et 2 régions. D'ailleurs, il y a 3 régions, il manque une région qui nous a rejoint, c'est Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, oui. Et on est même à 2550 médecins. Alors, les expériences étrangères. Alors, pour nous guider un petit peu, ce qu'il y a comme exemple, il y a déjà eu des cohortes qui sont recrutées à partir des internats de médecine générale. Alors généralement on suit ces médecins en panel assez longtemps, mais la limite de ce type d'études, c'est qu'on s'intéresse beaucoup aux médecins, à ses conditions d'exercice, à son stress professionnel, à ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, comment il applique ses connaissances médicales apprises à l'université. Mais généralement, on pose très peu de données, on croise très peu les données avec ses pratiques effectives face à des vrais patients. C'est plutôt des déclarations sur le suivi longitudinal de population. Alors il y a une expérience qui est quand même très instructive et exemplaire, c'est l'étude Nivelle qui, aux Pays-Bas, là il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que je vais vous présenter, ce qu'on a fait en France. Alors on inclut les médecins au moment où ils recherchent une installation. Par contre, on va les suivre plusieurs années, on va et là collecter à la fois des données déclaratives sur leur vie, mais aussi sur leur pratique, et on va même croiser ça avec des fichiers d'assurance maladie, donc un système très complet d'information
sur Nivelles. Mabel, c'est aussi un peu la même chose, c'est une expérience en Australie. Alors ils ont commencé un petit peu après nous, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait. C'est très orienté sur, je dirais, l'économie, puisque c'est le but principal, hein, c'est de regarder les facteurs qui influencent la participation au marché du enfin, au travail, et donc le fait de rester dans la pratique médicale en médecine générale, et l'offre de travail, les quantités de travail qui sont offertes. Alors pour nous, chez nous, l'échantillonnage. Bon, alors on a prévu de prendre tous les, notre base de sondage, c'est les médecins qui tirent tout ou partie de leur revenu professionnel de l'exercice libéral de la médecine générale. Alors à l'exclusion DMG qui ont un exercice exclusivement salarié, donc on cherche plutôt des médecins libéraux, hein, les MEP exclusifs, ça ne nous intéresse pas trop, celui qui fait vraiment que de la phytothérapie, on considère que ce n'est pas dans notre champ d'analyse, et puis ça donnerait trop d'hétérogénéité finalement pour saisir ce qu'on veut en général. Et puis, alors on ne va pas s'embêter avec des médecins qui pensent partir dans pas très longtemps ou déménager, parce qu'après on ne va plus savoir où les suivre, et puis surtout on va changer de patientèle, donc ça constituerait une rupture. La base de sondage, on part des 55 000 médecins généralistes qui sont inscrits au registre des professions de santé au niveau national, ce qui est un fichier exclusif. On ne peut pas exercer la médecine si on n'est pas inscrit à ce registre. Et puis, alors on va enrichir ce fichier par des données du SNIRAM, donc qui nous proviennent de l'assurance maladie, pour mieux cerner notre population d'éligibles. Notamment, on va un peu écréter les médecins qui ont une trop faible activité. Hein, le médecin du sport qui fait 10 consultations par semaine ou par mois de champion de football, ça ne nous intéresse pas non plus voilà, donc ok. Alors, donc ça c'est le panel 2, hein, c'est la période 2011-2013. Dans ce panel-là, on visait 2250 médecins inclus. Alors bon, il y a des techniques d'échantillonnage qui varient un tout petit peu en fonction du fait que c'est un panel national ou les panels régionaux. L'idée, hein, c'est quand même de faire du tirage aléatoire, hein, ça garantit finalement la représentativité. Et puis, on a on appelle ça des réserves dans lesquelles on tire, et puis si on n'a pas assez de taux de réponse, il viendrait tout à l'heure, on ouvre d'autres réserves, mais on garde vraiment l'idée que c'est un tirage aléatoire, donc a priori on a une bonne représentativité. Puis ça facilite les calculs de précision des estimateurs quand on essaye d'avoir par exemple des prévalences, des pourcentages, des choses comme ça. Avec un tirage aléatoire, on sait comment on peut généraliser. Bon, le plan de sondage est stratifié, c'est-à-dire que quand même, pour être sûr d'être représentatif dans des sous-strates, eh bien, on fait ça plusieurs fois pour chaque strate de médecins qui nous intéressent. Alors, c'est des enquêtes par téléphone. Donc, il y a une cellule qui est extrêmement bien rodée à ce type d'enquête à l'ORS PACA. Voilà, donc on a une procédure, il y a un courrier qui arrive au médecin qui lui dit que tout ça est garanti d'anonymat, que ça sert à la santé publique, que c'est mené à la fois par des équipes de chercheurs et puis qu'il y a un intérêt pour les professionnels puisque c'est co-signé, les lettres sont co-signées par les responsables des URML, donc de leur représentation syndicale régionale pour le panel, pour les panels régionaux. Voilà, donc, et puis à noter une chose importante, ils sont indemnisés, hein, là a priori ça garantit qu'on garde une certaine représentativité, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre que les médecins qui n'ont pas d'activité et qui remplissent des enquêtes pour arrondir leur fin de mois, au contraire on va essayer de remplacer le temps perdu au coût d'opportunité en économie. Alors, ces données sont quand même enrichies de données de registre qui viennent de l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'assurance maladie tient à jour une activité du médecin
généraliste avec un certain nombre de données statistiques sur ce nombre d'actes, ces prescriptions, des choses comme ça. Et ça, on en dispose grâce à un appariement avec les données de l'assurance maladie. Je précise qu'on n'a pas les données, on n'a pas beaucoup de données patients. Hein, on a juste l'âge de la patientèle par tranche d'âge, des données sur le pourcentage de population en CMU dans la patientèle, des choses comme ça, mais on n'a pas de données très précises pour le moment, mais on y travaille sur, par exemple, un type de patient et toute sa ligne de soins, toutes ses consommations de soins, pour des raisons d'anonymat, mais aussi de lourdeur de traitement de l'information. Alors, nos taux de participation. Bon, ben là, je donne des résultats tout frais. C'est pas ceux de ce matin, mais c'est ceux de la semaine dernière. Donc, on est en vague d'inclusion du panel 3. Et aujourd'hui, là, on a un taux de réponse à peu près de 49,9%. C'est dommage, on n'est pas au chiffre magique de 50%. Et bon, voilà, les médecins ne sont pas tous volontaires, mais quand ça ne marche pas, qu'ils refusent, ben, on va retéléphoner à un autre médecin et on rentrit comme ça nos strates. Si on se compare à d'autres études et collecte d'informations auprès des médecins par téléphone, on est un peu au mieux. Ça tient à la lettre annonce, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est au-dessus des 30 à 40%. On est bien au-dessus des enquêtes par courrier, hein, où là, les médecins répondent très peu volontiers, en fait, même quand c'est indemnisé. Alors sur les comparaisons internationales, il y a dans les systèmes bismarckiens où le médecin est salarié de l'État, il peut y avoir des très très bons taux de réponse, même à des enquêtes téléphoniques, parce que quelque part, même si ça vient de la force publique. Hein, et par contre, dans des systèmes, alors bon, c'est très variable après, hein, mais on est comparable à d'autres dispositifs d'enquête ou dans les systèmes bismarckiens où le médecin est le self-employed, hein, on est dans ce type de taux de réponse tout à fait standard par la littérature. On a un faible taux d'attrition et plutôt meilleur que ce qui s'observe par ailleurs. Par exemple, dans Mabel, alors ils ont des enquêtes annuelles plutôt que biannuelles, nous c'est tous les 6 mois, mais dans Mabel, ils ont une attrition de 15% d'une année sur l'autre. Nous, on est plutôt entre 3 et 5% à chaque année. Ils ont un taux de réponse de 19% seulement, ce qui est beaucoup plus bas. Ah, je sais pas, oui, tiens. 19%. Enfin, j'ai pas relevé. Alors, 3 grands types d'informations. Bon, ce qu'on va relever comme type d'information, c'est ce que j'ai décrit un peu pour les cohortes, c'est-à-dire des informations touchant au médecin, ses conditions d'exercice, éventuellement des échelles psychométriques pour savoir s'il est stressé, s'il est adverse au risque, enfin des choses. Tout un ensemble qu'on va collecter, ça va nous faire un profil, on va avoir de l'information accumulée sur le médecin, hein, quand même. Évidemment, son milieu familial compte aussi. Alors on va avoir par vague d'enquêtes successives, on va ouvrir un nouveau champ, on va prendre par exemple les problèmes de santé mentale et donc on va faire une vague sur la santé mentale, donc on va relever leurs opinions et leurs pratiques déclarées sur un certain nombre de grands domaines thématiques. Ça peut être aussi une vague prévention, vaccination. Alors on va essayer d'enrichir tout ça avec quand même des données un peu plus médicales presque, je dirais, où on va leur envoyer des cas cliniques pour essayer de documenter leurs décisions médicales. Alors les cas cliniques, c'est par téléphone, donc ça limite forcément un peu ce qu'on va approcher ce qu'on va déclarer comme type de patient et approcher comme type de pratique, mais par téléphone, on leur présente un cas et on leur demande ce qu'on fait. Je donnerai un exemple tout à l'heure. Voilà. Alors si la perspective, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai qu'on aimerait bien éventuellement construire une autre collecte d'informations, cette fois-ci avec des données déjà enregistrées dans les données d'assurance maladie, en croisant ce que je disais, big data tout à l'heure, avec les profils des médecins qu'on a enregistrés et qu'on connaît bien grâce à notre panel. Bon, production et valorisation scientifique. Alors on fait d'abord des choses institutionnelles, parce qu'il y en a des financeurs, notamment le ministère de la Santé, donc il faut produire des travaux pour eux, qui sont des travaux un peu, je dirais, de restitution, un peu à plat de leurs enquêtes, hein, puis surtout ils s'intéressent aux enquêtes d'opinion.
On a fait un dernier étude des résultats dont on a pas mal parlé dans la presse, dans le quotidien du médecin, sur le paiement à la performance et l'introduction en médecine générale du paiement à la performance sur les objectifs de santé publique et l'intention de coopérer avec d'autres professions de santé, donc à déléguer les tâches vers les professions infirmières essentiellement. Donc ça, voilà, on produit. Et puis évidemment, nous, on en profite, on est une équipe UMR, on en profite pour essayer de publier, soit par nous-mêmes, soit en ouvrant les données à des collaborateurs. Un truc important, donc il y a un site officiel qui résume l'histoire du panel, qui est géré par le ministère de la Santé. Et puis, vous avez aussi, c'est possible d'accéder aux données sur le centre Ketley, qui est un centre qui met à disposition des laboratoires CNRS l'ensemble des données qui ont été collectées. Alors avec un petit retard, c'est-à-dire généralement on met les données disponibles sur le centre Ketley à peu près 2 ans après qu'on les ait collectées et analysées nous-mêmes. Voilà, exemple de recherche en économie de la santé, je ne sais pas si j'ai le temps, 20, 45, 20 minutes, oui c'est bon. Bon, je vais aller assez vite, mais par exemple, on a publié un papier sur la relation entre la durée des consultations et le comportement de prescription. Et alors, le modèle qu'on avait en tête, c'était que de démontrer l'existence d'une relation négative entre durée des consultations et prescription. Et en fait, bon, l'économie, c'est les sciences des choix, donc ça cherche à modéliser, à avoir une formalisation du choix. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, on peut produire du soin, pour certaines pathologies, pas toutes, on peut produire du soin à partir soit de montant de prescription, soit de durée de consultation, et puis qu'en fait, on produit des niveaux de soins à partir d'un mélange de ces deux trucs. Et, bon, et les deux ingrédients, c'est comme une recette de cuisine, sont reliés par des relations convexes. C'est-à-dire qu'on peut soit se dire je mets beaucoup de prescriptions et peu de durée de consultation, soit au contraire peu de prescriptions et beaucoup de durée de consultation. Et puis là, ça produit le même soin. Alors, ça ne marche pas pour toutes les pathologies, mais par exemple pour la santé mentale, ça marche assez bien. Bon, on y viendra. Antibiotiques aussi. Antibiotiques aussi, oui, c'est vrai. On peut aussi se débarrasser d'un patient assez vite en lui prescrivant antibiotiques. Alors ça, c'est le modèle de choix. Après, on peut dire que en fait, le choix du médecin entre ces différents, ce menu, ce gradient entre les deux ingrédients, il va dépendre d'un certain nombre de choses. Ça peut être le tarif de consultation, donc le temps qu'il peut lui-même, sa rémunération de son temps. Il y a aussi la pression de la salle d'attente, évidemment l'efficacité des inputs. C'est pas le même type de choix si c'est un patient qui a du diabète. Ça peut-être ça marche moins bien. Quoique on peut aussi lutter contre le diabète en faisant de l'éducation thérapeutique et en dédiant un peu de temps aux patients. Donc voilà, bon, c'est ça le modèle. Alors en fait on a déjà travaillé ces questions-là. Et en fait, on arrive assez bien à montrer que le modèle du médecin qui a une faible valorisation de son temps, et donc des durées, par exemple, qui est en secteur 1 avec un tarif de consultation capé, eh ben, il va plutôt être là, c'est-à-dire dans une zone où il donne pas mal de prescriptions et peu de temps. Et puis, à l'inverse, le médecin de secteur 2, il va aller plutôt avec beaucoup de durée de consultation, et moins de prescription. Alors là, je l'ai mis sur la même isocampe de production, donc je ne parle pas de qualité là. Là, on lui fournit la même qualité des soins, simplement il a choisi un menu un peu différent. Donc, alors, cette histoire-là, ça marche assez bien, on l'a déjà démontré, on a bien montré qu'en secteur 2, on différenciait pas mal de produits, c'est-à-dire que effectivement, la durée de consultation était plus longue. Alors, on a même calculé ce qu'on appelle l'élasticité, c'est-à-dire que on a montré qu'en secteur 2, les médecins généralistes, ils tarifiaient à peu près 20 € de plus, donc ils sont plutôt à 40 € en moyenne, et qu'en moyenne, ils fournissaient 4 minutes supplémentaires de plus de consultation en moyenne à leurs patients. Voilà, on peut s'amuser à faire ce type d'analyse. Alors, pour revenir à
là, je n'ai pas démontré la deuxième partie, c'est-à-dire le fait que ça joue aussi sur le montant des prescriptions. Alors, c'est ce qu'on voulait montrer vraiment, enfin c'est ce que je voulais vous montrer ici. Alors, il y a un débat sur la réalité de la relation que j'ai explicitée. Donc il y a des papiers qui disent à peu près la même chose que ce que je vous ai raconté, raisonnement sur les isocampes de production et différenciation du produit. Et puis il y a des papiers, comme toujours, qui ne trouvent pas la même chose. Il y en a même qui disent que plus la consultation est longue, plus le montant des prescriptions est important, mais ça on y viendra, c'est un peu normal. Et puis il y a aussi pas mal de papiers qui, même en ayant des méthodologies appropriées, trouvent pas de relation significative. Alors, en fait, au fond, il y a un problème technique à observer l'effet de la variation de la durée de consultation sur la variation des niveaux de prescription. Le problème, c'est qu'on n'observe jamais les choses, toutes choses égales par ailleurs, et tout ça est mélangé avec plein de facteurs de confusion. Et le premier facteur de confusion qu'on a en tête, c'est que si on est confronté très souvent à des cas plus complexes, si on a fréquemment des patients, on va avoir fréquemment des durées de consultation longues et fréquemment des prescriptions des prescriptions importantes. Donc ces deux flèches positives risquent de masquer la relation que je vous ai expliquée, fondamentale derrière, qui est négative en fait. D'accord ? Donc pour bien traiter le problème, il faut lever ce facteur de confusion. Alors, il faut donc avoir un contexte contrôlé. Alors c'est ce qu'on a fait dans le panel. En fait, on aime bien avec Pierre, les Américains, eux, s'interdisent rien. C'est-à-dire pour faire de la recherche en médecine générale, ils envoient carrément des acteurs, ils payent des gens pour jouer des patients standardisés qui vont dans les cabinets de médecine générale, de family practice aux États-Unis, et puis qui jouent exactement le même symptôme. Ils viennent avec les mêmes symptômes, etc. Et après, le gars, il consigne comment comment la consultation s'est passée. Et puis après, hop, ils font des analyses sur qu'est-ce qui explique qu'un médecin dédie plus de temps au diagnostic, plus de temps à la prescription, etc. Donc ils font vraiment ce genre de choses. Alors nous, on n'a pas les moyens encore financiers d'envoyer des acteurs jouer les patients standardisés, mais on a une façon, c'est d'envoyer un cas clinique et puis de voir un peu comment les médecins réagissent à un cas clinique. Alors là, c'était une patiente, c'est Pierre qui avait construit le cas, parce que moi je suis complètement incapable d'écrire ce genre de choses, une patiente connue souffrant pour la première fois de dépression légère et transitoire sans idée suicidaire, vient en consultation, quel type de prise en charge lui proposez-vous? Et puis voilà, il y avait 5 items de prise en charge, le médecin pouvait choisir sans d'ailleurs exclusion, il pouvait... Alors nous, après, derrière, on a reconstruit le truc pour avoir ceux qui avaient choisi exclusivement la psychothérapie, ceux qui avaient choisi exclusivement le médicament exclusivement, la prescription, et puis ceux qui avaient fait un mix de traitement. Voilà. Sur les 1832, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'hétérogénéité, il y a de la variété de comportements, et alors, nous, on va essayer d'expliquer cette variété de comportements. Alors justement, on l'a mis en balance avec des rythmes moyens de consultation observés. Alors qu'est-ce que c'est que les rythmes moyens de consultation observés? Là, c'est vraiment une donnée qui est prévue, qui est obtenue grâce à un mix d'informations. Dans l'enquête panel, on a le nombre d'heures travaillées, parce qu'on leur demande par un protocole très standard qui est utilisé dans l'enquête emploi, combien d'heures ils travaillent par semaine. Enfin, c'est un peu plus compliqué que cette simple question, mais en tous les cas, on a la durée hebdomadaire de travail. Par le SNIRAM, on a le nombre d'actes. Et donc, quand on divise l'un par l'autre, on a, grosso modo, le rythme moyen des consultations. Et donc, quand on les met en regard des pratiques, là, on voit bien que ceux qui étaient sur le médicament exclusif, comme par hasard, ils ont un rythme moyen de consultation beaucoup plus petit donc des durées de consultation beaucoup plus fréquentes, plus rythmées, que ceux qui sont dans la psychothérapie exclusive. Voilà. Alors, on peut faire après un petit modèle pour bien être sûr que c'est économétriquement solide et que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Que par exemple, la participation aux formations médicales continues fait qu'on est plus volontiers dans l'option psychothérapie plutôt que
prescription de médicaments. Hein. Donc normalement, si on a suivi ces formations médicales, on évite de prescrire, et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est conforme aux guidelines, hein, de prescrire en première intention à une jeune femme telle que décrite une dépression peu sévère. oui, elle était peu sévère. Donc, alors là, ça rassure l'industrie pharmaceutique. Il faut qu'ils continuent d'envoyer des représentants pharmaceutiques dans les cabinets, parce que plus ils voient de représentants pharmaceutiques, plus ils ont tendance, plus les médecins ont tendance à... Alors, je ne sais pas si c'est causal, hein, parce que le médecin qui est aussi intéressé, qui a une appétence pour la prescription, il va aussi vouloir recevoir plus de laboratoires, de visiteurs des labos pharmaceutiques. Donc, je ne sais pas si c'est de la causalité. Et bon, et on retrouve bien notre histoire de durée de consultation. Donc là, ceux qui prennent vraiment du temps, qui ont un rythme de consultation plus lent, ils sont moins volontiers sur la prescription. Donc quelque part, on valide un peu le modèle un peu théorique que j'ai décrit. Alors donc, c'est quand même intéressant de reconfirmer des résultats qui avaient déjà été montrés ailleurs, mais dans d'autres systèmes. C'est-à-dire dans des systèmes où le médecin, par exemple, est salarié de l'État, et où du coup, il se sert de la prescription pour écouter la consultation, peut-être pour gérer sa file de patientèle, où il y a beaucoup de monde à gérer, etc. Donc là, on le retrouve dans un nouveau contexte, qui est la médecine libérale française. Alors après, on peut s'interroger sur ce que ça traduit vraiment. Est-ce que c'est vraiment une segmentation du marché avec un modèle que j'ai présenté? Est-ce que c'est plutôt des styles de pratique qui font qu'on est à la fois... on donne du temps aux patients et qu'on a une certaine réticence à prescrire. On est par exemple médecin militant abonné à prescrire la revue, et du coup on est vraiment opposé. Voilà, donc c'est pas forcément non plus causal nos analyses. D'ailleurs, si on a un projet, c'est que j'aimerais bien moi un jour essayer d'observer des chocs exogènes de type un cabinet ferme où un médecin part à la retraite. Du coup, il y a les médecins autour qui se retrouvent à gérer la patientèle de l'ancien médecin disparu. Donc, il y a un brusque, forcément, augmentation du volume d'activité. Donc ça, c'est exogène, si vous voulez. Il n'y a pas d'endogénéité. Et là, voir si oui ou non, ça se traduit par une réponse en termes de recours à la prescription ou pas. Et là, on aura vraiment une sorte de résultat expérimental, une expérience naturelle de ce que je raconte, qui pour l'instant n'est pas complètement validé. Je passe la parole à Pierre, qui va vous donner donc des illustrations dans un autre domaine. Donc effectivement, je vais vous donner deux illustrations dans deux domaines un petit peu différents. Le premier, ça concernera la vaccination, et le deuxième, l'antibiothérapie, les prescriptions d'antibiotiques dans un cas précis d'une angine. Alors, sur la vaccination, on avait, à l'occasion de la pandémie H1N1, eu la possibilité de recueillir des informations à la fois avant la mise en place de la campagne de masse de vaccination et après. Donc pour replanter un petit peu le décor très rapidement, pour vous remettre ça en mémoire, vous avez sûrement vécu ça les uns et les autres, quelques rappels de dates clés. La déclaration de la pandémie par l'OMS de façon officielle a été faite début juin 2009. Les autorités françaises ont dans la foulée décidé de mettre en place une campagne de vaccination de masse de la population française. Elles ont, vous l'avez sûrement entendu dire, commandé 94 millions de doses de vaccins pandémiques.
La vaccination proprement dite a commencé par les professionnels de santé qui étaient, selon les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, qui a été consulté à l'occasion pour pouvoir dire qui il faut vacciner en priorité. Donc les professionnels de santé ont été les premiers à être vaccinés via la mise à disposition de vaccins dans les hôpitaux. Ensuite, la vaccination de masse proprement dite a débuté cette fois, non pas dans les hôpitaux, mais dans des centres spécifiques dédiés à la vaccination. Les gens recevaient une invitation et on leur demandait de se déplacer dans des centres. Donc je me souviens qu'on avait dit qu'ils étaient glaciales, qu'on y attendait pendant des heures, bon, bref. La vaccination a elle-même démarré par les groupes à risque. Alors les groupes à risque qui étaient définis, c'était notamment chez les adultes en tout cas, les femmes enceintes, et les adultes porteurs de maladies chroniques qui les vulnérabilisaient potentiellement par rapport à des conséquences de l'infection grippale pandémique. Je vous rappelle aussi que finalement, la couverture vaccinale dans la population française n'a pas dépassé 8%, c'est même un petit peu en dessous, avec des objectifs qui étaient pourtant beaucoup plus élevés que cela. Alors, il y a beaucoup d'autres pays aussi où il a été décidé de faire des vaccinations, pas aussi massives que celles décidées en France, mais tout de même, et où les couvertures vaccinales ont été faibles. Mais il y a aussi des pays dans lesquels, et notamment le Québec, on a fait une petite comparaison avec le Québec, mais en tout cas quelqu'un chez nous, où les taux de vaccination étaient beaucoup plus importants et ont même dépassé 50%, voire 60%. Donc ça, c'est un petit rappel de date. Un rappel aussi, évidemment, vous le savez, mais ça fait... je pense que c'est important de rappeler que pendant toute cette période, pendant la vaccination, mais pendant la campagne, avant et après, il y a eu évidemment de nombreuses controverses qui ont été largement relayées dans les médias. Et on peut dire qu'il y a grosso modo deux types de controverses. Des controverses médicales, par exemple des doutes sur la sécurité des adjuvants au squalène, des craintes de syndrome de Guillain-Barré, évidemment l'évocation d'une épidémie et d'une vaccination de masse qui avait été faite aux États-Unis en 1976 est revenue sur le tapis, parce que là, il y avait eu à nouveau, c'est la première fois qu'il y avait eu l'évocation du syndrome de Guillain-Barré à la suite d'une vaccination antigrippale, la rapidité de production du vaccin et les incertitudes aussi qui ont été également un peu étalées dans la presse sur le nombre de doses nécessaires pour vacciner en qualité 1, en qualité 2, voilà. Mais également des polémiques politiques et sociales. Je ne suis pas du tout exhaustif dans cette diapositive, mais vous vous souvenez bien que le coût de la vaccination, le nombre de doses commandées ont fait l'objet de discussions. Il y a même une commission d'enquête qui a été ensuite convoquée pour pouvoir examiner les conditions de cette commande. Des conflits d'intérêts aussi des experts qui étaient auprès des pouvoirs publics pour les conseiller dans la façon de diligenter cette campagne et de la mener, et également son dimensionnement, combien de doses fallait-il. Vous vous souvenez que certains experts qui sont exprimés à la télé ont été accusés de travailler pour les industriels. Alors les médecins généralistes dans tout ça, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut commencer par rappeler que dans le système français, mais pas uniquement dans le système français, dans bien d'autres pays, les médecins généralistes de ville jouent un rôle absolument essentiel, même s'ils ne sont pas les seuls, mais jouent un rôle essentiel dans la vaccination de la population. Ils suivent les patients, ont l'occasion de les voir et de leur proposer de vacciner les enfants ou les adultes, de suivre le calendrier vaccinal, de l'expliquer, d'expliquer aussi, de donner des explications sur les craintes que peuvent avoir éventuellement les patients à l'égard des effets secondaires des vaccins. Et ça, c'est absolument essentiel, et on estime que, grosso modo, 80% des vaccinations de la population française sont réalisées en médecine générale de ville, les autres étant réalisées par les pédiatres ou aussi par les services de protection maternelle et infantile. Évidemment, les médecins généralistes jouent un rôle très important pendant les épidémies de grippe, puisqu'ils sont en première ligne, ils sont appelés par les patients qui sont malades, qui ont des symptômes et qui les appellent, et donc ils sont fortement mobilisés dans ces circonstances-là. Alors après ça, il y a un certain nombre d'études qui montrent que le propre comportement des médecins généralistes par rapport à leur vaccination à eux joue un rôle très important en tant qu'une influence qu'ils peuvent avoir par la même sur leurs patients. Et ça a été montré pour la grippe saisonnière. Alors, il y a énormément de papiers qui
qui montrent que plus les médecins se vaccinent contre la grippe saisonnière, plus leurs patients se vaccinent, mais également pour d'autres vaccins, l'hépatite B ou d'autres vaccins. Pendant la pandémie, pendant la campagne, il y a des papiers qui montrent qu'ils ont également été, bien que la vaccination ait été organisée dans des centres dédiés, les médecins généralistes, les médecins de famille ont été largement consultés par leur patientèle pour demander des conseils sur fallait-il ou fallait-il pas se vacciner. D'autres papiers qui montrent aussi que ces conseils ont été dans une certaine mesure suivis, et même assez largement suivis, c'est-à-dire que lorsque le médecin recommandait de se vacciner, les patients avaient tendance à le faire, mais quand le médecin recommandait de ne pas le faire, les patients avaient tendance à ne pas se vacciner. C'est un papier qu'un collègue à nous a publié à partir d'une enquête interne. Pourtant, eh bien, les médecins, pendant cette campagne, ont été, pendant l'essentiel de la campagne, les 2 premiers mois, on va dire, complètement écartés de l'organisation de la vaccination en France, contrairement d'ailleurs à ce qui s'est passé dans d'autres pays, j'en cite 2, mais il y en a d'autres, pour des raisons logistiques, parce qu'il était à l'époque dit que le vaccin étant présent en flacon multidose, ça ne se prêtait pas bien à une administration individuelle dans les cabinets de médecins généralistes, que les médecins généralistes n'étaient pas forcément toujours bien équipés par des frigos pour conserver le vaccin. Et puis il y avait surtout besoin des pouvoirs publics de pouvoir opérer un monitoring de la couverture vaccinale, ce qui aurait été évidemment plus compliqué à faire si la vaccination avait été confiée aux médecins généralistes. Alors à partir de là, nous avions 2 vagues d'enquêtes qui encadraient en quelque sorte cette campagne. Puisque dans un premier panel, nous avions, lors de la dernière vague de ce panel, la possibilité de poser des questions juste avant que la campagne démarre. C'est la vague juin-septembre 2009 auprès d'un millier de médecins. Et puis nous avons eu la possibilité, ensuite en démarrant un autre panel derrière, d'inaugurer ce panel par une vague consacrée en quelque sorte à un retour d'expérience sur la pandémie H1N1 auprès des médecins, et donc 1 an plus tard. Donc on a pu encadrer comme ça, si vous voulez, la campagne et poser un certain nombre de questions sur, première question qui se posait, mais quelle a été l'adhésion des médecins généralistes en France à la vaccination pandémique et quels ont été leurs comportements en matière de vaccination. Alors, on a commencé par d'abord poser des questions sur la vaccination contre la grippe saisonnière, et vous voyez sur les résultats, on a posé ces questions sur 3 saisons successives, de façon rétrospective, que la plupart des médecins, enfin c'est plus de 70% des médecins, répondaient se vacciner régulièrement contre la grippe saisonnière, ce qui pour moi a été un peu une surprise parce que l'essentiel des papiers qu'on trouve sur la question des comportements de vaccination contre la grippe saisonnière dans les professions de santé concernent les hospitaliers, les milieux hospitaliers, et dans les milieux hospitaliers, la vaccination contre la grippe saisonnière vraiment a du mal à pénétrer et les taux de vaccination sont beaucoup plus faibles que ceux ici qui sont présentés, qui sont certes déclaratifs, mais qui donnent quand même une indication très différente de ce qu'on voit en milieu hospitalier. Dans la vague qui précédait la campagne de vaccination, on leur a posé la question de savoir s'ils étaient disposés à se vacciner. Vous voyez qu'il y a plus de 60% des médecins qui ont répondu de façon positive. Dans la vague qui a succédé à la campagne, donc quelques mois plus tard après la campagne, 61% des médecins nous ont répondu qu'ils s'étaient vaccinés. Donc évidemment, c'est du déclaratif. On sait que dans le déclaratif, on surestime un petit peu les couvertures vaccinales, mais cette surestimation est quand même relativement modérée. Et puis on leur a demandé également à ces médecins s'ils avaient recommandé le vaccin à leurs patients en distinguant 2 situations différentes, les patients qui se trouvent dans des groupes à risque et qui étaient désignés comme étant dans des groupes à risque, et les patients tout venant dans la population générale des adultes. Et vous voyez que si on regarde ceux qui ont recommandé la vaccination, j'ai appelé ça la P-vaccination, vaccination pandémique, perturbée par ma petite abréviation, 73% des médecins l'ont recommandé, donc on a déclaré l'avoir fait, dans les groupes à risque, alors que le taux est quand même beaucoup plus bas, 40% dans l'ensemble de la population. Donc on a là, si vous voulez, une image, un ensemble des résultats qui nous montre quand même que d'une part, globalement, les médecins généralistes en France ont assez bien adhéré à la vaccination pandémique, en tout cas de manière majoritaire, même s'il y a un certain nombre pas négligeable de médecins qui ne se sont pas vaccinés
et qui n'ont pas recommandé la vaccination, mais quand même les chiffres concernent une majorité de médecins. Ces chiffres sont très très largement au-dessus des chiffres qui ont été documentés pour la vaccination pandémique dans plein de papiers en milieu hospitalier, puisque les taux d'acceptation, on va dire, de disposition notamment à vacciner, étaient inférieurs dans la plupart des cas à 50% chez les infirmières, chez les spécialistes hospitaliers, dans plein de pays différents. Donc on a là des choses très convergentes. Et voilà. Donc il y a vraiment un décalage entre finalement l'acceptabilité de la vaccination en médecine de ville et l'acceptabilité de la vaccination en milieu hospitalier. Et un autre élément aussi, c'est que finalement ils ont été quand même relativement, en tout cas relatif, c'est jamais du 100%, adhérents aux recommandations des pouvoirs publics, puisqu'ils ont recommandé beaucoup plus souvent la vaccination dans les groupes à risque, ce qui finalement était une recommandation importante du Haut Conseil de la santé publique. Alors, on a évidemment, on avait comme objectif dans ces deux enquêtes d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui favorisent, on le dire comme ça, c'est aller un petit peu vite dans une interprétation de relation de cause à effet. On fait des enquêtes transversales, évidemment, il faut se garder d'une interprétation trop rapide sur ce genre de choses-là, notamment les facteurs associés pour être plus rigoureux à la disposition à se vacciner déjà. Donc vous voyez que là, il y a trois types de comportements, trois types de facteurs qui ressortent. Les comportements antérieurs des médecins, bien avant la vaccination pandémique, la campagne, et notamment les comportements de vaccination contre la grippe saisonnière. On a bien montré que plus les médecins s'étaient auparavant vaccinés contre la grippe saisonnière, plus ils avaient tendance à se vacciner contre la grippe pandémique. Et ça, c'est un résultat qu'on retrouve pratiquement dans toute la bibliographie internationale, aussi bien chez les médecins et professions de santé que dans le public. Un deuxième groupe de facteurs sont les facteurs qui permettaient d'appréhender la charge de travail des médecins. Vous voyez par exemple, on leur a posé des questions sur leur volume de consultation, sur leur participation à des gardes, et aussi sur leur disposition à accroître leur volume de travail pendant la pandémie, puisque vous imaginez bien que pendant la pandémie, on pouvait s'attendre à ce que, comme dans les épidémies de grippe d'ailleurs, les médecins soient beaucoup plus souvent sollicités. Et on voit que tous ces facteurs sont positivement liés à une disposition accrue à se vacciner contre la grippe pandémique. Et là, il y a deux hypothèses. Plus la charge de travail était élevée chez les médecins, plus ils pouvaient se penser à risque de contracter la grippe ou d'être exposés à la grippe. Et donc, il est assez logique qu'ils aient cherché à se protéger. Puis on peut penser aussi qu'ils aient aussi cherché à se protéger pour protéger en quelque sorte leur outil de travail, leur capacité à répondre à la demande accrue dans cette période. Un troisième groupe de facteurs qui est sorti aussi, c'est l'adhésion des médecins aux autres mesures de protection qui ont été préconisées par les pouvoirs publics au moment de la pandémie. Et là, vous voyez que, par exemple, le fait d'être d'accord qu'il était nécessaire de porter un masque pour les patients, pour les médecins, ce genre de mesures de protection-là, était positivement associé au fait de se vacciner. Et donc là, du coup, on voit bien que les attitudes et les comportements des médecins étaient quand même globalement favorables, non seulement à la vaccination, mais à un certain nombre d'autres mesures de protection. Et rétrospectivement, on mesure à quel point finalement les pouvoirs publics, en ne les associant pas à la vaccination du public, ont en quelque sorte loupé une opportunité d'avoir un levier, d'avoir un relais d'information auprès des médecins pour mieux convaincre les patients de se vacciner et accroître la couverture vaccinale. Alors, dans la littérature, un certain nombre d'auteurs soulèvent qu'un des éléments qui peut expliquer les comportements des patients dans l'acceptabilité de la vaccination, et notamment de la vaccination contre la grippe saisonnière, dont vous savez qu'on arrive difficilement à atteindre les taux qui sont les objectifs de santé publique en France et d'ailleurs ailleurs, et encore plus par rapport à la vaccination pandémique. Donc une des hypothèses qui est soulevée, c'est que les gens se font en quelque sorte intuitivement, dans leur tête, une sorte de comparaison entre les bénéfices qu'ils pensent pouvoir ou qu'ils perçoivent de la vaccination et d'autre part les risques, puisqu'il y avait eu notamment un certain nombre de polémiques sur les risques potentiels
du vaccin compte tenu de la rapidité avec laquelle il a été développé. Et donc on a voulu tester cette hypothèse auprès des médecins généralistes en leur posant et en analysant des questions sur est-ce que vous avez eu des doutes sur l'efficacité du vaccin. Vous voyez que 45% dans la partie gauche du tableau des médecins ont répondu qu'ils avaient eu des doutes sur l'efficacité du vaccin. Est-ce que vous avez eu des craintes sur les risques? 33% ont répondu oui. Donc on a cherché dans des analyses de régression logistique, je ne rentre pas dans le détail, évidemment multiples, à chercher le lien entre ces facteurs-là qui approchent en quelque sorte la balance efficacité-risque et les comportements de vaccination des médecins pour eux. Et vous voyez que les médecins se sont d'autant moins vaccinés qu'ils avaient des doutes sur l'efficacité du vaccin, qu'ils avaient des craintes sur les risques du vaccin pandémique et qu'ils éventuellement même avaient les deux, c'est-à-dire qu'ils avaient à la fois les doutes sur l'efficacité et les craintes sur les risques. Donc d'une certaine manière, à partir de ces résultats, on confirme le fait qu'une perception de la balance risque du vaccin est un des facteurs qui a joué dans la décision des médecins de se vacciner, et on peut du coup penser que ça a pu jouer aussi dans les recommandations qu'ils ont faites auprès des patients. Alors vous voyez également que la façon dont les médecins ont perçu la sévérité de la pandémie a également, que l'on a approché ici par une question sur le fait que les médecins avaient eu ou pas des patients hospitalisés pour une suspicion de grippe pandémique. Vous voyez que plus les médecins nous disaient avoir eu ce type de patients hospitalisés, plus ils avaient tendance à se vacciner. Donc cette fois-ci, le fait de percevoir la gravité au travers d'une question comme ça de la pandémie, les incitait plus à se vacciner. Une autre question qu'on s'est posée dans le cadre de ces enquêtes, c'est est-ce que les sources d'information que les médecins ont utilisées pendant la pandémie pouvaient avoir eu une influence sur leur comportement? Et effectivement, on pouvait se poser cette question dans la mesure où, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des controverses quand même assez vives sur différents aspects de la campagne de vaccination, sur différents aspects médicaux relatifs au vaccin. Et on peut penser que le fait d'être allé regarder dans les médias et lire les papiers dans les médias sur ces controverses a pu semer le doute dans l'esprit des médecins. Et on a voulu donc comparer les médecins qui avaient privilégié des sources officielles d'information. Ici, on a pris un système qui s'appelle DGS Urgent. C'est un système de la Direction générale de la santé qui consiste à acheminer de l'information en temps et en heure lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a des épidémies, lorsqu'il y a des pandémies, pour donner des informations aux médecins officiels sur les enjeux et ce qu'ils ont à faire. Donc une source officielle là, et on a comparé ça à l'utilisation des masses médias, non pas comme une source exclusive d'information, mais comme une source complémentaire d'information pour les médecins. Et vous voyez que pour les médecins qui ont consulté de façon privilégiée DGS Urgent, enfin qui l'ont utilisé, on a des autres ratios ici qui sont significativement supérieurs à 1, ce qui signifie qu'ils avaient tendance à plus se vacciner, et au contraire, les médecins qui utilisaient plutôt les masses médias ont eu tendance à moins se vacciner et à moins recommander la vaccination pandémique à leurs patients. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une relation de cause à effet entre cette association qu'on trouve entre les comportements de vaccination des médecins et l'utilisation des sources d'information? Je me garderai bien de trancher ça, parce qu'on peut penser que, en réalité, ce sont les mêmes médecins qui sont convaincus et qui font confiance a priori dans les pouvoirs publics et dans les autorités officielles, en quelque sorte, qui vont avoir tendance aussi à aller chercher les sources d'information officielles, et que réciproquement, ce sont les mêmes médecins qui ont tendance à avoir des attitudes de défiance par rapport aux pouvoirs publics, et ça peut exister, qui eux vont plutôt chercher de l'information ailleurs. Donc c'est peut-être ça qu'on a mesuré au travers de cette association ici. En quelque sorte, on n'aurait pas mesuré un effet contemporain de la pandémie de l'information qui circulait, mais plutôt quelque chose qui était antérieur, des caractéristiques qui étaient antérieures à la pandémie, des caractéristiques propres aux médecins, qui peuvent expliquer leur plus ou moins grande propension à faire confiance dans les pouvoirs publics.
Alors un autre élément intéressant dans ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de, en quelque sorte, au travers de techniques statistiques sur lesquelles je vais parvenir, d'établir un petit peu une hiérarchie des différents facteurs associés au comportement de vaccination des médecins, en essayant de mesurer le poids de chacun des facteurs. Une hiérarchie, en tout cas, essayer de mesurer le poids relatif des facteurs les uns par rapport aux autres. Et là, vous voyez, ce poids est mesuré par le R2, plus le R2 est élevé, plus le poids du facteur est important. Et vous voyez que finalement, un des principaux facteurs, celui qui avait le poids le plus important dans les comportements de vaccination des médecins, eh bien, c'était les antécédents de vaccination contre la grippe saisonnière. Bien évidemment, un certain nombre de facteurs contemporains de la pandémie avec un poids important. Je ne reviens pas sur la balance efficacité-risque, dont on vient de parler, qui est le deuxième facteur le plus important. Mais par contre, vous voyez également que le troisième facteur le plus important, dans le rang, c'est l'opinion que les médecins ont pu avoir de l'organisation de la campagne. Et effectivement, les médecins qui étaient vraiment désapprouvaient de façon radicale, et ils étaient plus de la moitié, l'organisation de la campagne dans les centres dédiés, ont eu tendance à nettement moins se vacciner, et je ne l'ai pas vu ici, mais à nettement moins recommander le vaccin à leurs patients. Donc, cette possibilité de pouvoir quantifier l'impact des différents facteurs sur le comportement des médecins, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça peut dire, ben voilà, il faut plutôt agir sur tel ou tel aspect si l'on veut à l'avenir améliorer la façon dont va se passer une campagne de vaccination dans le cadre d'une nouvelle pandémie. Bon, ce sont des conclusions, je vais passer. Il nous reste combien de temps ? 5 minutes. Je vais être obligé d'aller un petit peu plus vite là. Là, l'idée, c'était de regarder quelles sont les attitudes des médecins par rapport à la prescription d'antibiotiques dans le cas d'angine aiguë chez l'enfant et par rapport à l'utilisation de tests qui sont mis à leur disposition en principe, qui sont des tests diagnostiques rapides qui leur permettent de savoir quelle est la cause de l'angine. Alors, je vais être très rapide sur le contexte, simplement pour rappeler que l'essentiel des prescriptions d'antibiotiques en ville, l'essentiel des prescriptions d'antibiotiques sont prescrites en ville et pour la majorité viennent des médecins généralistes, que les angines aiguës ou les pharyngites aiguës sont un motif très fréquent de prescription d'antibiotiques en ville, mais que pourtant toutes les angines ne nécessitent pas une prescription d'antibiotiques puisque chez l'enfant il y en a plus des 3 quarts qui sont d'origine virale. Donc il y a des recommandations très spécifiques qui permettent de dire on ne prescrit pas un antibiotique à des personnes qui ont une origine virale et le test de diagnostic rapide permet de différencier en consultation et d'avoir une réponse immédiatement en consultation sur le fait que l'angine soit virale ou bactérienne. Pour autant, ce qu'on sait, c'est que ce test n'est pas autant utilisé qu'il le devrait. Donc c'est à partir de ce constat-là qu'on a voulu faire une autre enquête dans le cadre du panel pour documenter l'utilisation du test, l'impact sur les prescriptions et finalement également la façon dont les médecins l'utilisent et le perçoivent. Alors je passe sur... non, je ne vais pas passer, je vais vous montrer quand même ça. On leur a donc pour le coup, comme tout à l'heure, présenté une vignette clinique. Donc c'était quoi? Un petit cas clinique d'un enfant souffrant d'une pharyngite typique, un enfant de 10 ans, qui vient en consultation, et on a dans cette vignette proposé 2 versions différentes à 2 groupes randomisés de médecins. Donc chaque groupe a reçu l'une ou l'autre de la version. Donc ça donne quelque chose comme ça. Vous avez le scénario 1 où la version ici consistait à ce qu'il n'y ait pas de test disponible au cabinet. Et dans le cadre de la vignette du cas clinique qui leur a été présenté, on demandait aux médecins s'ils avaient oui ou non prescrit un antibiotique. Et dans le scénario 2, là cette fois-ci le test était disponible au cabinet et on demandait aux médecins s'ils l'utiliseraient. Et en fonction de leur réponse, ceux qui nous répondaient oui, le scénario comportait l'indication que on fournissait aux médecins comme quoi le test était négatif. Et donc on mesurait là encore le comportement du médecin en lui posant la question prescrivez-vous un antibiotique? Donc les résultats nous montrent, je vais passer sur la première ligne, déjà que dans le bras, pas de test disponible au cabinet, il y avait 62% des médecins qui prescrivaient un antibiotique,
D'accord ? Dans le bras, c'est la ligne du dessous, test disponible au cabinet, il y avait 34% des médecins généralistes qui déclaraient ne pas utiliser le test, bien qu'il l'ait avec eux. Ensuite, parmi ceux qui utilisaient le test, et comme le test était négatif, il y en avait quand même 13% qui nous disaient pourtant quand même, bien que le test soit négatif, prescrire un antibiotique. Et ensuite, si l'on regroupe sous un même vocable non-observance aux recommandations, les médecins qui soit avaient le test mais ne l'utilisaient pas, soit avaient utilisé le test mais il était négatif et ils prescrivaient quand même l'antibiotique, on voit qu'il y a grosso modo 42% des médecins qui étaient non-observants par rapport à la recommandation de bonne pratique dans la prise en charge de l'antibiotique. Donc là, on a posé quelques questions sur les barrières perçues. Vous voyez que les trois plus fréquemment cités, c'était le fait que le test prend du temps, que certains patients mettent une pression sur le médecin parce qu'ils réclament un antibiotique, ou encore l'opinion répandue chez un certain nombre de médecins que l'examen clinique est suffisant pour décider de prescrire un antibiotique, ce qu'évidemment les recommandations de bonne pratique et les conférences de consensus disent exactement le contraire. On a voulu regarder les facteurs associés à la non-observance des recommandations. Donc la non-observance, je vous le répète, des recommandations, c'était le fait de soit ne pas utiliser de test lorsqu'il était disponible, soit prescrire quand même un antibiotique lorsque le test avait été utilisé, que le résultat était négatif. Donc on voit qu'il y a trois types de facteurs. Il y a un premier type de facteur qui renvoie finalement la propension des médecins à mettre à jour de façon active leurs connaissances, et ceux qui lisent régulièrement des journaux médicaux avaient tendance à être plus observants. Là, il y a une double négation, le dose ratio est négatif, il est 0,4, ça veut dire qu'ils ceux qui utilisaient plus les journaux étaient moins souvent non observants. Donc ils étaient plus souvent observants. Le deuxième type de facteur qui a été mis en évidence, c'est le fait de discuter des bénéfices et des risques de la vaccination avec les patients. On voit que les médecins qui discutaient moins souvent que ça avec leurs patients avaient tendance à plus fréquemment être non-observants. Là, on rejoint un petit peu des résultats que Bruno vous a présentés avant. Parce qu'on pourrait interpréter ce résultat-là un petit peu aussi comme un effet de substitution entre la prescription d'antibiotiques et la capacité du médecin à prendre le temps de discuter avec ses patients pour lui expliquer que l'antibiotique n'est pas nécessaire. Donc on a exactement une illustration qui fait le pendant de tout à l'heure ce que vous a présenté Bruno, c'est l'effet substitution-prescription. Substitution temps, consultation, prescription. Et le troisième facteur qui ressort, parmi l'ensemble des barrières qui étaient présentées juste avant dans la diapositive précédente, vous voyez que les médecins qui pensaient que l'examen clinique était suffisant pour prendre la décision de prescrire un antibiotique avaient tendance, là encore, à être plus souvent non observants. Je vais m'arrêter là, parce qu'il est 45. Bon, on en déduit que pour essayer d'améliorer la prescription d'antibiotiques et notamment de réduire les prescriptions d'antibiotiques indues en antiviral, il faut essayer d'agir à plusieurs niveaux, au niveau du public, mais également dans le cadre de la formation des médecins généralistes, et essayer de lutter notamment contre des facteurs attitudinaux. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, est dans la formation initiale et dans la formation continue du médecin, est vraiment très peu faite. Et là, on a vraiment, en matière de formation des médecins, de grands progrès. Je m'arrête là, je vais voter la question. C'est plus l'heure. Merci de votre attention. Il y aura en place pour 2 questions. 3. Juste une question très technique, parce que n'étant pas médecin généraliste, il ne frotte pas assez. Quand un médecin généraliste réalise le TDR, il le facture ou pas? Je ne sais pas. Non, c'est pas facturable. C'est la consultation, c'est le CS point, le pas faire CS. Le TDR est délivré de façon gratuite, donc il serait... Oui, d'accord, mais le fait, ça prend du temps. Le fait de le faire. Ça, c'est pas facturable. C'est pas facturable. Michael, notre médecin.
Est-ce qu'il a été regardé, est-ce que vous avez regardé entre les médecins pro-vaccinateurs, pro-vaccins et anti-vaccins pandémiques sur les coûts de santé de leur patientèle, puisqu'on connaît leur nombre d'âges à peu près? Est-ce que les médecins anti-vaccins ont eu affaire à une augmentation de prescription de paracétamol, d'arrêt de travail, ce qui va altérer un peu le travail? Ou est-ce qu'il n'y a aucune différence et que du coup, c'est une très bonne question. Ouais, c'est intéressant, c'est bien à regarder, on pourrait faire un papier là-dessus. Puisqu'on sait si les médecins sont... On a la possibilité de le faire en plus, effectivement. On a le volume de consultation des médecins, on peut le faire de manière brute de décompte. Avec le volume de consultation des médecins, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait. Merci pour la bonne suggestion. La sociologue. Est-ce qu'il y a des questions? Sur le plan technique, en particulier sur votre présentation, j'étais un peu étonné, mais de façon sympathique, du fait que finalement, pour faire ces panels, vous n'utilisez pas apparemment un moyen un peu moderne de communication, c'est-à-dire que tu nous as dit, voilà, on téléphone aux gens, on leur envoie un courrier, ainsi de suite. Mais, par exemple, tu n'as pas évoqué le fait qu'il y ait une interaction par un computer. On peut penser que 90% des médecins généralistes, si ce n'est plus, sont équipés d'un système quelconque de communication, que ce soit un iPhone, un ordinateur ou quelque chose. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui se fait, qui ne se fait pas, qui n'a pas d'intérêt? Dans le panel 2, on a essayé, on essaye encore d'ailleurs dans le panel 3 là, qui débute, de proposer des enquêtes Internet, une mode de collecte de réponses d'enquête par Internet. Dans le panel 2, on s'est planté, ça a très peu marché. Dans le panel 3, on ne sait pas encore. À l'INPES, ils se font ça depuis quelques temps. Ils ont une interrogation régulière de médecins généralistes. D'ailleurs, ils vont abandonner, ils vont le faire avec nous maintenant. Ils ont repéré, parce qu'avec Internet, en plus, on peut repérer à quel moment les questionnaires sont remplis. Et en fait, les médecins, ils travaillent, enfin, il y en a certains, il y en a un bon pourcentage, qui remplissent les questionnaires entre minuit et 5 heures du matin. Donc, c'est ceux qui vraiment, on capte ceux qui justement n'ont vraiment pas le temps et qui, du coup, c'est vrai que c'est très intéressant à faire. Et puis, par contre, les petits smartphones, tout ça, alors on n'a pas, d'abord il faudrait que tout le monde ait le même, il y a un problème d'harmonisation des logiciels et tout ça, c'est pas facile à traiter. C'est hyper. Alors pour ce qui est du panel 3, c'est le nouveau panel qu'on est en train de mettre en place, enfin, on a fini de le mettre en place, et on s'est dit, parce qu'on va faire un certain nombre de vagues en collaboration avec l'INPES pour essayer d'optimiser les dispositifs de recueil de faits des médecins, parce que l'INPES c'est aussi son baromètre médecin généraliste. Et donc on s'est dit, on va essayer de proposer comme possibilité alternative de recueil de données, d'utiliser Internet pour les médecins qui sont un peu réticents à le faire au téléphone, pour des raisons que vient d'expliquer Bruno, parce que ça ne les arrange pas qu'on les dérange à des moments où ils sont en consultation, ils ont la pression de la patientèle, enfin de la salle de consultation. Donc on l'a fait, et donc les résultats sont extrêmement décevants, parce qu'on a maintenant 2550 médecins inclus, et le nombre de ceux qui ont accepté de faire le questionnaire Internet, c'est même pas 130. Donc c'est vraiment peanuts. Bon, c'est pour ça de gagner. Après ça, il va aussi y avoir du temps, la mesure dans laquelle ces 130 médecins-là vont être diligents dans le remplissage des 5 enquêtes qu'on va leur soumettre. D'ailleurs, c'était ça qui nous a fait abandonner, je me souviens pas bien, mais dans le panel 2, l'attrition est considérable sur le panel Internet, alors que le contact téléphonique change sans doute un peu la donne, enfin voilà. Donc voilà, on voudrait être moderne, mais les médecins ne sont pas encore complètement. Moi j'ai plein de questions, je ne vais pas le temps de poser des questions de forme. Après, juste pour conclure, il y a des questions de forme, il y a encore des questions techniques, mais éventuellement je les poserai plus tard, peu importe. Et puis après, sur le fond, c'est extrêmement important. Il y a plusieurs points en réalité qui ont été abordés. Moi, il y a un point qui m'intéresse beaucoup, parce que je pense que ça va être en pratique. Donc vous l'avez dit, c'est en réalité.
de façon plus modeste, on est quelques-uns là dans la salle, médecins, à avoir participé notamment à des campagnes de vaccination antigrippale de façon extrêmement proactive dans les hôpitaux. Donc les résultats, je crois qu'il avait lancé ça il y a maintenant longtemps, et puis ça a été continué. Donc quand on fait ça, on arrive péniblement à monter à 30% de couverture vaccinale, ce qui est déjà énorme, mais pas plus. Bon, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, constaté par moi-même, je ne suis pas le seul, ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement du corps médical, c'est incontestable. Quand on fait une campagne proactive de vaccination dans un hôpital, le fait particulier dans les hôpitaux que le médecin chef de service, par exemple, et les médecins proches collaborateurs se vaccinent, a statistiquement, de façon significative, un effet d'entraînement sur la vaccination du personnel, on parle du personnel, pas des patients, mais du personnel hospitalier, donc ça rejoint ça. Et donc du coup, ça rejoint des points forts, qui est que manifestement, on voit quand même qu'il y a un maillon patient et ensuite médecin, y compris de l'information, qui est que globalement, les patients continuent à faire à peu près confiance aux médecins, donc il y a de l'information quand même qui circule bien là, et donc ça ramène à la question ensuite de l'information des médecins eux-mêmes, ça a été un petit peu abordé, mais donc quelles sont les sources d'information que les médecins, eux, ont, et les sources d'information médicales continues, et donc là je pense qu'il y a un point extrêmement important à travailler sur des filières de l'information qui passe de sources d'information vers un médecin et puis après vers un patient, puis ça se traduit ensuite dans des actes médicaux, concrets. Et donc ça, je pense que c'est un point tout à fait important à continuer à travailler. C'est d'ailleurs, je ne vais pas répondre, on n'a pas le temps, mais c'est d'ailleurs la question des sources d'information, quelles sources d'information, mais c'est aussi la question de la confiance qui est placée dans les acteurs qui sont à l'origine de ces sources d'information, et ça finalement c'est un des déterminants. Alors on va travailler ça justement dans la prochaine vague qui sera consacrée à la vaccination. Bien, merci beaucoup pour cette présentation à 4 mains.